Bonjour et bienvenue sous le soleil du Portugal pour essayer le dernier modèle de la gamme 100% électrique de, c'est écrit sur le côté, Kia. Il s'agit du EV3. Le V3, c'est un SUV, on dit compact, vous allez voir qu'il n'est pas si compact que ça, qui va s'inscrire comme un concurrent du Peugeot i 2008, mais avec des arguments, vous le comprendrez, un peu plus solides. Chose surprenante, ce V3 paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité, principalement en matière de longueur. En effet, la voiture ne fait que 4,30 m de long et quand on la regarde de profil comme ça, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus imposante. Le design un peu massif s'inspire du grand EV9. Alors personnellement, c'est pas franchement mon goût, je trouve ça un peu carré, mais bizarrement, c'est assez aérodynamique, en particulier grâce à un soubassement 3D qui permet de redescendre le CX à 0,263. C'est surtout l'arrière que je trouve très chargé, inutilement compliqué, avec des feux qui sont... D'ailleurs, il y a beaucoup de verticalité dans cette voiture. Le côté carré de la voiture est accentué par les feux qui sont verticaux également à l'avant avec technologie LED. Et puis alors vous allez me dire si vous comprenez quelque chose, on fait référence à un tigre quand on parle de la face avant de cette voiture. Je vois pas bien où peut se situer l'animal. Sur cette version GT Line, la monte pneumatique est très généreuse, 215/50, surtout du R19, 19 pouces. On verra que c'est une incidence en matière de confort, mais ça aussi une incidence en matière de niveau sonore, puisque ces pneus Hankook Ion possèdent un système d'absorption qui permet de diminuer le niveau de bruit de roulement. Côté coffre, on est plutôt pas mal loti, puisque cette EV3 dispose simplement de la plus grande capacité de coffre de la catégorie, 460 litres. Un plancher d'ailleurs dont le seuil peut être remonté pour former un coffre totalement plat quand on bascule les sièges arrière. L'intérêt d'avoir les roues aux quatre coins avec des porte-à-faux très faibles, c'est qu'on peut avoir un très grand empattement. C'est la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Ici, il fait 2,68 m et avec un grand empattement, on dégage de la place à l'intérieur. Et c'est vrai que sur cette EV3, on est bien installé à l'arrière. Si j'ai pu me montrer critique sur l'aspect extérieur de la voiture, en revanche, l'intérieur est beaucoup plus et dans l'air du temps, pour moi en tout cas, et surtout à mon goût, avec cette grande dalle numérique. En fait, c'est trois écrans, 12,3 pouces, 12,3 pouces et un autre petit écran au milieu pour la climatisation qui compose le tableau de bord. Kia est très fier d'utiliser beaucoup de matériaux recyclés. C'est vrai que le rendu pour du recyclé n'est pas trop mal, mais malgré ça, vous voyez, ici on a quand même des plastiques qui grattent sur un véhicule qui dépasse les 40 000 €. C'est un peu dommage. Ces grands écrans face au conducteur, un tableau de bord, tout ce qu'il y a de classique, enfin tout ce qu'il y a de classique paramétrable évidemment comme c'est le cas aujourd'hui sur pratiquement tous les véhicules, doublé d'un affichage tête haute sur cette version GT Line, très pratique et surtout qu'on arrive à voir avec des lunettes polarisantes. Au milieu, un petit écran qui est dédié à la climatisation. C'est bien pratique plutôt que d'être obligé de passer par l'écran central. Et puis l'écran central avec quelques touches de raccourci bien pratiques. Vous voyez, on les a là. Bon, cela dit, il faut quand même un petit temps pour arriver à s'habituer à toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir et surtout pas utiliser ça en roulant. Des touches physiques pour régler la température, le niveau de ventilation. On a également le mode de la climatisation ici qui est accessible par une touche physique. Ça, très bien finalement. Et un petit bouton pour le volume de la radio et la mise en route, puisque d'une simple pression, on peut l'activer. La vocation familiale, elle est affirmée par de nombreux rangements dans les portières et surtout au niveau de la console centrale, ici avec un chargeur à induction pour téléphone, des porte-gobelets et puis un rangement qui se trouve sous la coudoir centrale, ici,
accoudoir central prolongé par une tablette coulissante. Franchement très pratique, avec des petites touches. Ici d'ailleurs on peut accéder aux caméras qui entourent le véhicule. Voilà, belle vue. Bon, sous le capot, il n'y a toujours rien à voir comme sur les voitures électriques les plus récentes. On a un petit coffre de 25 litres hein, qui s'ajoute à celui de derrière. On peut mettre un mini chien comme j'en vois un là-bas, ou alors des câbles de charge. Et puis surtout caché en dessous, parce qu'on a une architecture traction, on a le moteur électrique, moteur synchrone et aimant permanent du très classique 204 chevaux. On a l'impression que tous les constructeurs se fournissent au même endroit, parce que c'est pratiquement la même puissance. La différence, c'est qu'ici, on a 283 Nm de couple. C'est un peu moins, par exemple, que ce qu'on avait sur la récente Mini Aceman qu'on a essayé, qui était à 330 Nm. Et ce moteur, il va avoir quand même fort à faire, puisque on a un poids qui dépasse les 1900 kg, 1930 kg sur cette version, qui est dotée, il faut le dire, d'une grosse batterie de 81,4 kWh. Bon, pour démarrer, en appuyant un petit bouton là sur un Komodo qui est sous le volant. On le tourne d'ailleurs pour mettre les vitesses. Bon, il n'y a rien de plus simple à conduire, hein. C'est vraiment les voitures électriques. Je me demande d'ailleurs si c'est nécessaire d'avoir un permis. Premier tour de roue, alors on s'étrangle parce qu'il y avait du vent à l'extérieur. Et première sensation d'abord, c'est qu'on est extrêmement bien installé au poste de pilotage. On peut régler le siège absolument dans tous les sens sur cette version. Il est moelleux, on a un appuie-tête. On a l'impression que c'est un oreiller et qu'on pourrait faire la sieste. Le volant se règle aussi dans tous les sens. Vraiment position de conduite idéale et confort plutôt pas trop mauvais malgré les grandes roues. On verra tout à l'heure ce que ça donne sur des revêtements un peu plus dégradés. Et puis réactivité instantanée à la pédale d'accélérateur. Ça c'est pareil, on testera dans les virages pour voir ce que ça donne quand on a le pied un peu plus lourd. Mais comme dirait un de mes confrères, que je ne citerai pas, toutes les voitures électriques sont un peu les mêmes quand on les conduit. Sauf que celle-là est peut-être un peu plus silencieuse, d'une part parce qu'on a des pneumatiques avec les absorbeurs sonores, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, et puis on a des vitres avec double vitrage, et ça contribue aussi à l'ambiance à bord de la voiture. Alors on va se faire un petit test pavé. Et là on voit que avec nos roues de 19, ça percute un peu, hein, malgré la suspension qui est quand même réglée souple. Une originalité sur ce EV3, alors on a les palettes habituelles, tiens, un petit ralentisseur, voilà, pour tester cette suspension, finalement pas si mal, peut-être en détente un peu moins bien, mais bon, pas si mal. Donc on a les palettes là pour régler les niveaux de récupération d'énergie. Bon là je suis 0 roue libre, je peux aller jusqu'à 3, on voit que ça freine franchement, mais ça ne s'arrête pas. Sauf que si je laisse mon doigt appuyé sur la palette de gauche, là je viens d'allumer le e-pédale, je ne sais pas si vous le voyez, c'est assez loin. Et quand je suis en e-pédale, là, on voit tout de suite que ça freine jusqu'à l'arrêt complet. Et l'originalité, c'est que quel que soit le mode de récupération utilisé, eh bien, vous avez toujours le fonctionnement e-pédale jusqu'à l'arrêt. Exemple, là, voilà, je suis sur le niveau de récupération 1, j'ai lâché la pédale d'accélérateur, voilà, ça freine gentiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et en bas du volant, on a un petit bouton Drive Mode. On peut passer, alors on a plusieurs modes qui sont proposés, un Eco, Normal, Sport. Voilà, je me suis mis en Sport. C'est pas franchement un véhicule qui va être fait pour rouler sportivement. Déjà, première constatation, on a la réponse presque instantanée du moteur électrique. On a 283 Nm de couple et puis 204 chevaux, donc ça accélère très correctement. Mais le souci, vous voyez, là je vais prendre le virage un peu vite et on voit qu'il y a des mouvements de caisse quand même assez marqués. La suspension est réglée plutôt souple
Et surtout, on a 1930 kg sur la balance. Et donc c'est un gros pépère dans les virages. Et malgré les grandes routes 19 pouces, eh bien ça chaloupe un peu, hein, voyez. Surtout changement d'appui, là je force, je rajoute un peu de volant et c'est pas terrible. Et surtout derrière, parce que j'ai un passager, le passager derrière il se sent comment? Balancé d'un côté à l'autre. Oui, il est balancé d'un côté à un autre, voilà. Donc, mais de toute façon, avec ce style de véhicule, on ne sera pas du tout tenté de rouler sportivement. Cette position sport, elle ne sert à rien. On se remet en mode normal et la puissance est là pour assurer de la sécurité dans les dépassements. Et si on parle performance, le 0 à 100 est couvert en 7 secondes 7. Avec une bonne maîtrise quand même du couple, on n'a pas trop d'effet de couple dans le volant. Là on est sur l'autoroute pour tester la conduite autonome. Donc on peut lâcher les mains. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a assez peu de corrections au volant. Donc ça s'est quand même bien amélioré ces derniers temps. Mais vous voyez, on peut vraiment pas lâcher le volant trop longtemps. Changement de voie toute seule avec le clignotant. Plutôt satisfaisant. 81,4 kWh, c'est la capacité de notre batterie. Grosse batterie, puisqu'il y a 2 batteries disponibles sur la voiture. Et avec cette grosse batterie, l'autonomie en cycle WLTP annoncée sur cette version GT avec les grosses roues est de 563 km. Alors, on a nous consommé 16,6 kWh au 100 km en roulant, alors un petit peu nerveusement au départ et puis beaucoup plus calmement désormais. Donc j'ai pas fait le calcul pour le moment. Je vais prendre ma petite calculatrice, je vous dis ça dans 3 minutes. Voilà, moins de 3 minutes, hein, puisque ça fait que quelques secondes. 490 km d'autonomie mesurée. Bon, un cycle qu'on a fait qui n'est pas très représentatif, mais ça donne quand même une idée. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à trouver une station de recharge pour voir ce que ça donne en recharge rapide. Pour la recharge, on a assez peu de bornes haute puissance disponibles sur la côte. Ici, bon, ce qu'on peut dire, c'est que en courant alternatif, on va être sur du très classique, hein, on va être à 11 kW avec le chargeur interne en triphasé, et en courant continu, on grimpe à 128 kW. Alors, 128 kW avec une architecture en 400 volts. On peut se demander pourquoi Kia, qui a été un des premiers à proposer du 800 volts, n'a pas choisi sur cette plateforme dédiée à l'électrique une architecture 800 volts. La réponse, elle est simple, c'est qu'une architecture 800 volts, ça coûte plus cher et que dans cette catégorie de véhicules, ça aurait été plomber un peu le tarif de la voiture. Cela dit, avec cette puissance de 128 kW, une courbe de charge assez constante, on peut faire 10-80% d'après le constructeur en 31 minutes. Pour que le chapitre recharge soit complet, eh bien, on va signaler que Kia propose non seulement du plug and charge, c'est-à-dire que vous branchez la batterie et paf, ça charge tout de suite, et aussi ce qu'on appelle du V2L, c'est-à-dire que vous pouvez alimenter votre foyer avec la batterie de la voiture à condition d'avoir l'adaptateur et l'option cochée sur la liste, puisque ça n'est pas livré en série. Je vous laisserai seul juge en matière d'esthétique. En revanche, ce que je peux vous dire de ce Kia EV3, c'est qu'il est parfaitement dans le coup, avec de bonnes performances, un confort de conduite très satisfaisant, une autonomie également satisfaisante avec la grosse batterie, mais son point fort, c'est que vous savez, il est livré avec 2 batteries. Avec la petite batterie de 58,3 kWh, on est à 35 990 €, donc un tarif très accessible. Évidemment, ça monte assez vite quand on utilise la grosse batterie comme dans notre modèle d'essai avec la finition haute GT Line. Là, on dépasse les 45 000 € à 45 990 €. Ce qui me gêne à ce tarif, c'est que si vous avez tout un tas d'options, en particulier les aides à la conduite qui sont livrées en série, option qu'on n'a qu'une envie, c'est de désactiver quand on monte dans la voiture. En revanche, la pompe à chaleur et le V2L qui vous permet d'utiliser le courant de la voiture pour alimenter par exemple votre maison, eh bien c'est une option
à 1550 €. Et ça, je trouve que là, il y a une légère erreur de casting en la matière.